a choisi d'adopter une technique qu'on appelle du cheval de Troie. C'est-à-dire, pourquoi cheval de Troie? C'est que contrairement aux élèves, on a décidé d'y aller de manière non frontale avec les adultes, car ils ont souvent des convictions, ils ont commencé politiquement à s'investir, plus ou moins, mais en tout cas, ils ont des convictions politiques et du coup, en y allant de manière frontale avec, un adulte, on peut le brusquer complètement et le perdre dès le début. Donc il y a aucun intérêt à rentrer là-dedans. Par contre, il y a, ce public va venir à la Cité des sciences et de l'industrie pour autre chose. Il va venir à la bibliothèque pour autre chose. Est-ce qu'il vient parce que, il veut apprendre à faire un site internet, parce que je sais pas, une personne âgée voudrait apprendre à utiliser Facebook, WhatsApp et cetera, lire la presse? Il y a différentes manières de le toucher. Il va venir pour, apprendre à utiliser Facebook, ben, on va lui apprendre à utiliser Facebook. Et ensuite, en même temps, on va lui dire: «Bah, attention quand même parce que sur Facebook, tout n'est pas non plus, vrai. Vous verrez, il y a des sites, il y a des commentaires, il y a des photos, il faudrait peut-être vous méfier» et hop, on peut lui montrer en même temps un logiciel pour analyser les images, comme l'AFP avait fait pendant quelques années, où on pouvait voir si la photo avait été trafiquée et cetera, assez facilement. Donc on va utiliser, son intérêt pour, Facebook, utiliser les réseaux sociaux et cetera, pour nous amener de l'EMI dedans. Les enfants, adolescents n'aiment pas trop le débat parce que c'est pas trop le modèle de l'école, en tout cas en France, d'inciter les élèves à échanger ou en tout cas à dialoguer, à débattre les uns les autres. Les adultes, comme ils ont une conscience politique, une conscience, personnelle, plus affirmée, le débat normalement s'auto-nourrit quand on les réunit et du coup, on va créer du débat avec les adultes, on va leur faire exposer leur point de vue et en fait, on va donner des arguments, heu, pour, contre. C'est-à-dire que sur un sujet, je reprends le sujet de l'environnement, si on a quelqu'un qui est en face de nous, climato-sceptique, on va argumenter là précisément et donc l'idée, c'est pas d'aller dans le clash, mais c'est de voir ce que la personne répond par rapport à ça et ensuite, de jouer par rapport à tout ça. Je pense que de manière générale, c'est ça qui est assez important avec les adultes, c'est, de pas y aller de manière frontale, par contre, de rentrer dans un cercle où eux ont la possibilité de s'exprimer, de donner leur avis et cetera. La discussion directe, vraiment, dès que les personnes ont une question, elles peuvent la poser directement et il y a un échange de proximité. Ça, c'est vraiment les ateliers, mais c'est pas ce qui marche le mieux. On a du mal à communiquer dessus et surtout à trouver le bon timing. Donc nous, là où on a eu plus de monde, c'est en proposant ça le samedi matin. Mais ça a été, voilà, il a fallu plusieurs tâtonnements et on ne remplit pas toujours. Le plus gros succès avec des adultes, c'est vraiment les conférences. Alors, on a fait des partenariats avec des journaux locaux, donc des journaux qui se créent, comme le magazine Math qui s'est créé. Ils sont venus expliquer comment on crée. Donc là, on a vraiment eu des adultes parce qu'ils voulaient eux-mêmes créer leur périodique ou alors intéressés par le sujet, ou alors des partenariats avec les Amis du Monde diplomatique, avec voilà, des journaux un peu d'importance. Ce qui marche très bien, c'est les conférences type université populaire, universitaire, sur un sujet d'actualité en lien avec les médias, et là, on fait le plein. La première stratégie, c'est de se dire quel est mon trésor à moi dans ma bibliothèque. C'est quoi les collections sympas ou les collections qui peuvent intéresser ces publics-là? Est-ce qu'on a déjà des activités? Et souvent, il y en a quand même déjà parce qu'on n'est pas si démunis que ça. Et il suffit de rajouter un petit module, éducation aux médias, partir du familier. Bon, j'ai une collection, paf. J'ai déjà une ressource, je vais l'augmenter d'un module, parce que les modules, les ressources numériques, et vous le savez bien, les bibliothèques sans frontières sont modulaires, donc on peut y rajouter des petits bouts, les faire grandir. Soit effectivement, j'ai une ambition, ou j'ai une demande qui me vient de ma base, j'ai rien, je vais aller chercher quelqu'un à l'extérieur et la bonne nouvelle, c'est qu'en éducation aux médias et à l'information, on est tout à fait libre d'inviter, de faire venir des gens, des experts, et cetera. Et donc le but, je trouve dans ce type de formation de formateurs, c'est vraiment de dire aux gens: «Osez». En fait, vous avez les savoir-faire, faites-vous confiance. On va vous donner une formation, de base, pas trop longue, pas trop lourde, mais osez, allez prendre des ressources qui existent ailleurs et ajustez-les. Pour tous les bibliothécaires, il y a quelque chose qui est extrêmement précieux, qui s'est développé, au-delà de tous les espoirs des fondateurs du truc, c'est les résidences de journalistes. Au départ, ça a été lancé par le ministère de la Culture. Aujourd'hui, le ministère de la Culture est incapable de vous dire
où sont les résidences de journalistes. Personne n'est incapable d'en faire une cartographie parce qu'en fait, tout le monde s'est emparé du système, Mmh. de l'idée et du coup, il y en a qui se développent, partout en France. À eux d'être un petit peu, à l'affût de ces dispositifs et de s'en saisir parce que ça, effectivement, un décryptage du JT, je pense qu'à peu près n'importe quel journaliste peut le faire.